Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Rendez-vous RSE, l'émission mensuelle proposée par la chaire responsabilité sociétale des entreprises d'Audencia Business School. Une fois par mois, les acteurs du territoire et même parfois au-delà impliqués dans la RSE sont mis à l'honneur dans ce programme. Vous nous suivez sur le Facebook d'Audencia et vous pouvez également nous retrouver sur les ondes via la plateforme web de Sun, le son unique. Alors nous avons pris nos quartiers au cœur du Bouffay, dans le centre-ville de Nantes, chez Jargus, c'est rue Beauregard que ça se passe, un lieu de restauration rapide et éco-responsable qui lutte notamment contre le gaspillage alimentaire. Pour ce 15e numéro, nous avons décidé de nous intéresser à l'événementiel. Alors l'événementiel, oui, mais l'événementiel responsable, bien sûr. De la conception même du projet événementiel à la sensibilisation de l'ensemble des parties prenantes, en passant bien par une politique d'achat responsable, nous le verrons, du référencement des prestataires locaux à l'accessibilité aux personnes en situation de handicap. Les organisateurs sur notre territoire sont-ils suffisamment engagés aujourd'hui dans ces démarches? Les convictions et la volonté de bien faire peuvent-elles suffire sans un accompagnement spécifique à l'attention de ces organisateurs? Un événement responsable coûte-t-il plus cher? Enfin, quel investissement économique représente ces engagements éco-responsables, notamment pour des porteurs de projets parfois contraints budgétairement, à la fois devant le recul des subventions publiques et en compétition de plus en plus forte dans la recherche de financement privé? Alors pour répondre et pour en parler, avec nous dans ce nouveau numéro des Rendez-vous RSE, Emmanuel Elsens, vous êtes chargé de communication à la Cité des Congrès, intégré aux productions économiques et sociales. Votre mission est bien de piloter la communication des productions événementielles économiques et sociétale. Amélie Saillet, bonjour, vous êtes fondatrice et dirigeante de What a Nice Day. C'est une société de formation, d'accompagnement, coaching dans le développement commercial événementiel. Et vous avez créé en 2015 une marque qui s'appelle Les Saveurs Détonnantes. C'est le premier regroupement d'artisans gastronomiques situé bien sur les territoires de Nantes et Saint-Nazaire et qui utilise donc ces artisans des matières premières locales. Vous nous raconterez. Christophe Guillot à côté de moi, bonjour. Vous êtes fondateur et directeur de l'association Territoire Imaginaire. Vous œuvrez avec votre association à la mise en valeur et la révélation des espaces par des approches artistiques et culturelles au niveau régional et national également. Vous êtes concepteur d'événements, donc coordinateur général de manifestations et programmateur d'art vivant, sonore et visuel. Enfin, Dominique Béard, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes membre fondateur et coordinateur du réseau Éco-événements, on dit le REV en acronyme. Vous animez donc la gouvernance de cette association et vous allez nous expliquer des biens communs, des outils méthodologiques pour les acteurs de l'événementiel avec un rôle fort de plaidoyer pour défendre ces causes. Dominique Béard, est-ce qu'il est vrai que nous sommes, et il faut faire le constat et partir du postulat que nous sommes sur un territoire marqué par une densité événementielle particulièrement forte? C'est ce qu'on dit. On a de la chance à Nantes et dans son agglomération d'avoir une attractivité économique, culturelle, sportive qui est assez forte. Et donc, il y a énormément d'événements. On a une statistique qui est, par exemple, juste sur la ville de Nantes, il y a plus d'1 millier de demandes d'autorisation d'événements sur la voie publique chaque année. Donc il y a énormément d'événements et sans compter, donc là ce sont les événements plutôt populaires ou culturels, les événements sportifs, mais également tous les événements marchands. Il faut d'abord s'en réjouir de cette densité parce que c'est un facteur d'attractivité pour le territoire et de création d'emplois, de bons indicateurs économiques derrière ce constat. Je pense qu'il faut s'en réjouir parce que les événements, c'est vraiment le propre du genre humain. C'est le fait de se réunir, de vivre des émotions ensemble, d'exulter, de faire quelque chose qui nous dépasse, quelque chose que l'on admire. Donc juste pour ça, c'est quelque chose de fantastique d'avoir toute cette richesse. Comment est-ce qu'on l'explique? Est-ce qu'il y a une histoire qui tient aussi à la densité des porteurs de projets, notamment des associations, des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui... Alors, je ne serai pas le mieux placé pour vous parler de ça, parce que je suis un de ces nouveaux Nantais. Je suis arrivé ici il n'y a qu'une dizaine d'années. Mais quand je suis arrivé sur le territoire, est-ce que c'est parce qu'il y a ce fameux jeu à la nantaise dont on parle souvent dans des modes de coopération sportive, mais également professionnelle? En tout cas, quand je suis arrivé sur Nantes, ce que j'ai constaté, c'est peut-être la taille de la ville
qui était grande, mais pas si grande que ça. Ouais, je pense qu'il y a pas mal à voir avec ça. Christophe Guillou, partagez-vous le même constat? Vous êtes un enfant du pays, mais vous avez beaucoup voyagé. Vous êtes revenu ici sur vos terres. Est-ce qu'on peut s'enorgueillir d'être sur justement un territoire d'événements? Effectivement, oui, je suis un pur beurre nantais, comme je dis souvent, et je suis parti dans le nord de la France à Dunkerque pendant 10 ans. Et c'est vrai que je suis parti 94 à 2005. Et lorsque je suis revenu, j'ai constaté que c'est vrai que c'était une ville qui foisonnait d'événements sportifs, culturels, artistiques, comme vous le disiez. Et c'est ce qui permet aussi, effectivement, de créer du lien entre les habitants, là, se vivre ensemble, de se retrouver autour d'événements dans l'espace public. C'est vraiment un point qu'on retrouve à Nantes depuis les années, je dirais, 90. Je pense notamment à des événements comme Cargo, avec un bateau qui était parti vers l'Amérique du Sud. Pour moi, c'est l'événement qui a déclenché tout ce qui s'est passé par la suite, sans compter après les allumés, etc. Emmanuel Essens, vous êtes chargé de communication donc à la Cité des Congrès. On connaît évidemment la dimension que l'institution que vous représentez suppose. Pour autant, vous avez rapidement compris l'intérêt de jouer avec les autres et des acteurs plus petits. Oui. Alors, je dirais que ça s'explique par plusieurs choses. Déjà, le fait que la Cité, il ne faut pas oublier, c'est une SPL, une société publique locale. Notre actionnaire majoritaire, c'est Nantes Métropole. Métropole dit 24 communes. Et on est aussi un équipement du territoire. C'est-à-dire que notre mission, c'est aussi de travailler avec les autres acteurs du territoire. C'est très important pour nous. Je dirais que ça fait partie de notre mission qui est de l'ordre de l'intérêt général aussi. Et puis, il y a de la conviction personnelle. Je dois dire que moi, dans mon équipe et dans ma cellule des productions économiques et sociétales, on est très attachés à travailler avec les autres. On parle souvent d'intelligence collective. En tout cas, nous, on essaye de le mettre en pratique et de toujours se remettre dans des situations où on ne fait pas tout seul, mais on fait avec les autres. Donc, je dirais que c'est ces deux facteurs-là qui font qu'aujourd'hui, oui, on aime porter, on aime organiser des événements qui sont faits à plusieurs. Amélie Saillet, vous faites le même constat. On parlait de la création de Saveurs Détonnantes en 2015. Les choses ont été très vite grâce à cette intelligence collective qu'on vient d'évoquer. Oui, c'est ça. En fait, c'était vraiment un besoin du territoire. En fait, c'était quelque chose qui n'existait pas. Et alors que ça paraît aberrant avec toute la richesse qu'on a sur le territoire. Et très rapidement, en fait, le business, on va dire ça vraiment entre guillemets, c'est monté avec la demande des artisans. C'est-à-dire que en travaillant avec des matières premières locales, avec la volonté de bien faire, avec toute la passion qu'ils ont fait, puis cette bienveillance, c'est un mot qui revient aussi beaucoup sur Nantes, il y avait vraiment une volonté de se regrouper, parce que tout seul, ils s'en sortaient pas. Il y a une offre et une demande. Tout est très complexe et varié sur Nantes. Et on s'est dit, on va se regrouper comme ça, ensemble. On sera un peu plus fort. On va porter un seul nom et on va mettre en place plusieurs actions et qui portent vraiment une charte qualité qui va être très précise et très définie sur le territoire Nantes-Saint-Nazaire. On va revenir évidemment dans le détail sur ces artisans que vous représentez au sein du groupe Saveurs Détonnantes. Dominique Béard, quand on fait le constat de cette densité événementielle, des bénéfices directs évidemment d'un point de vue économique de cette filière, de l'alignement des planètes avec une volonté politique forte d'accompagner évidemment financièrement et structurellement ces événements-là et les porteurs de projets, je dirais que dans le même temps, cette filière événementielle, les événements en tout cas ont été rapidement pointer du doigt quand même sur les impacts que ces événements organisés sur le territoire, sur l'environnement. Quand vous dites pointer du doigt, c'est-à-dire sur les impacts négatifs ou positifs? A priori négatifs, il faut simplement peut-être pouvoir les définir. Est-ce qu'on peut les définir et est-ce que réellement c'est une cible facile ou il était temps de la désigner? Alors c'est effectivement une cible facile parce qu'on oppose souvent au développement durable l'éphémère de l'événementiel. Et on trouve souvent des organisateurs d'événements qui, souhaitant optimiser leur budget pour se focaliser uniquement sur la quête de la satisfaction des attentes du public, ou de ce qu'ils imaginent être le public, de ne pas penser à aller un peu au-delà des frontières même de l'événement. Donc ça veut dire que, par exemple, tout simplement, ils vont chercher à nourrir leur public avec ce qui va leur coûter pour eux le moins cher,
sur lesquels ils pourront par exemple faire le plus de marge. Et à côté de ça, la question d'où vient la nourriture qui a été achetée ne se pose pas vraiment. Ou même la question de est-ce que cette nourriture que je propose à mes publics est bonne pour le climat, elle ne se pose pas non plus. Il peut y avoir plein d'autres sujets, comme par exemple la relation à la matière et aux déchets. C'est plus simple pour un organisateur, souvent, d'utiliser de la vaisselle plastique, pas cher, jetable, parce qu'ensuite on met ça dans un grand sac noir et Nantes Métropole est là pour tout gérer. Et puis un dernier exemple, c'est sur l'accessibilité. C'est tellement plus simple d'imaginer que dans un événement, les publics sont tous des hommes blancs d'une quarantaine d'années, alors qu'en fait la réalité est beaucoup plus diverse. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des familles, il y a des enfants, il y a des personnes âgées, puis il y a des personnes qui sont parfois en situation de handicap, que ce soit des personnes à mobilité réduite, ce qu'on nomme souvent des PMR, mais tout simplement également il y a d'autres types de handicaps, comme par exemple des handicaps plus sociaux. C'est-à-dire, on pourrait même se poser la question, il y a certains événements où les gens n'osent même pas y aller, parce qu'ils voient une belle affiche, et ils se disent cet événement il n'est pas pour moi. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler par exemple des publics empêchés. Donc tous ces impacts, c'est pour un organisateur d'événements assez compliqué à gérer, parce que s'il n'est pas serein sur le budget, s'il n'est pas serein sur son public, donc ça va être vraiment les deux piliers de son organisation, il va avoir du mal à se projeter un petit peu et à se dire mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour que mon événement soit non seulement riche pour les gens qui y participent, mais également pour tout le territoire autour. Partons de ce constat, ça veut dire, vous êtes en train de nous dire qu'on a raison aujourd'hui de faire le procès de l'événementiel sur ces sujets-là ? Le procès... Pas assez engagé, pas suffisamment engagé dans ces démarches, dans ces transitions ? Alors, un procès, je ne sais pas, parce que ça voudrait dire qu'il y a une faute. Je pense que c'est tous nos modes de vie et de consommation qui sont à revoir. La question de la transition énergétique, elle est applicable partout. Elle est applicable dans le bâtiment, dans les déplacements, dans nos modes de consommation. Ce qui est intéressant avec la filière événementielle, c'est que ça se voit un peu plus facilement. Ce qui est intéressant avec la filière événementielle, c'est que ça va se modifier et se réparer un peu plus facilement. C'est-à-dire, pour nous, sur un événement, c'est plus simple. On parlait tout à l'heure de l'alimentation, de mettre en place une organisation pour que la restauration qui soit proposée soit plus locale, plus de saison, meilleure pour le climat. Et voilà. Emmanuel Essens, quand on organise un événement, est-ce qu'on doit immédiatement penser dès le départ dans sa conception à ces sujets-là ? Quand on organise un événement, c'est d'abord du divertissement avant de la responsabilité sociétale ? Moi, je réponds oui. C'est un peu moi, je vous dis oui, il faut y penser d'emblée parce que je suis sensibilisée et parce qu'on le fait dans nos pratiques. Effectivement. Après, c'est le message aux personnes qui font de l'événementiel et qui souhaitent s'impliquer dans l'éco-responsabilité, c'est oui, pensez-y le plus tôt possible, parce que plus on y pense en amont, plus facile c'est le jour J en fait. Mais c'est comme tout dans l'événementiel, plus on anticipe, plus on arrive à faire des choses, à aller plus loin en tout cas. Mais oui, moi c'est clairement c'est quelque chose que j'anticipe beaucoup. Par exemple, là on est en train de travailler avec Dominique justement et l'association Réseau Éco-événements sur l'éco-conception de Nantes Digital Week. Donc ça veut dire que là on est en train de préparer des packages, des offres à destination des contributeurs de Nantes Digital Week. Alors Nantes Digital Week, en quelques mots, il faut expliquer quand même, c'est l'événement annuel septembre. En septembre, depuis 2014, Nantes Métropole porte et nous organisons pour eux, citer des congrès, Nantes Digital Week, qui est 10 jours d'événementiel autour du numérique, mais le numérique de façon très transverse. Donc on y aborde des sujets très très divers, avec des publics aussi très très divers, puisqu'on intègre dans notre programmation une centaine d'événements à destination jeunes publics, professionnels du web, familles, avertis ou non. On est vraiment sur une cible très très large pour parler du numérique dans toutes ses dimensions. Et comment est-ce que concrètement vous parlez de numérique en étant éco-responsable à travers votre événement ? Alors sur Nantes Digital Week, c'est un peu particulier parce qu'on ne parle pas forcément de numérique responsable, mais nous, notre job, Cité des Congrès, Nantes Métropole sur la coordination, c'est d'essayer par capillarité finalement, d'insuffler à tous les contributeurs qui portent des projets des principes d'éco-conception. C'est à la fois
titanesque et en même temps c'est très exaltant puisqu'on a là la possibilité, l'opportunité de parler à 200 structures, alors associatives, entreprises, universités, écoles, etc., qui portent des projets. Donc c'est quand même une formidable plateforme pour sensibiliser tous ces organisateurs d'événements. Quel constat vous faites aujourd'hui? Est-ce qu'on a raison d'être optimiste? Les mentalités ont fortement, beaucoup évolué dans le bon sens. On a raison d'y croire? Oui, il y a encore des alors, résistances, oui, et si oui, lesquelles? Oui, on a raison d'y croire. Enfin, si on arrête d'y croire, on fait plus rien, c'est sûr. Après, moi, je vous dirais que oui, les mentalités changent, que je le vois autour de moi, mais est-ce que c'est juste parce que c'est mon écosystème de travail, mon écosystème personnel? Je pense qu'il y a de ça aussi. C'est aussi l'enjeu, c'est d'aller voir plus loin ce que font les autres et ce qui n'est pas proche de notre écosystème de base professionnel, en fait. Moi, je le vois, mais qui je côtoie Dominique, le réseau Éco-événements. Enfin, en fait, je côtoie des gens qui sont déjà convertis, qui ont déjà ces pratiques-là. Christophe Guillou, est-ce qu'on aurait tort de se satisfaire trop rapidement et d'être finalement entre soi et très convaincu, sans considérer et avoir conscience, en tout cas, du travail qui reste à faire pour convaincre encore les autres porteurs de projets sur ces transitions-là? Bah effectivement, nous on est convaincus. Enfin, moi, ça fait déjà des années que je suis dans cette démarche. Et puis tout à l'heure, je vous parlais de Dunkerque, mais lorsque je suis arrivé à Dunkerque, déjà en 94, il y avait déjà le tri là-bas. J'avais 3 poubelles. Même le verre était recyclé, alors que je partais de Nantes. Il n'y avait pas ce tri. Quand je suis revenu en 2005, le tri n'était pas encore fait, quoi. Donc vous parlez en tant que citoyen, là, en tant qu'habitant de Dunkerque, d'accord. En tant que citoyen. Et voilà, maintenant, je sais que voilà, les choses ont bien évolué et tant mieux. Après, c'est vrai que moi, je voulais préciser que j'organise des événements qu'en extérieur. Je suis jamais en salle. Donc forcément, un événement en extérieur, c'est un impact aussi environnemental, écologique. Et ce qui est pas simple dans les événements que j'organise, c'est qu'à chaque fois, on les organise sur des communes de dimension démographique complètement différentes. Donc ça veut dire avec une économie parfois très faible. Parfois on va dans des communes il y a 500 habitants. Donc, et parfois on va à l'époque j'allais dans des villes comme Nantes, où là il y a une organisation qui est déjà bien menée en amont. Et c'est vrai que lorsqu'on arrive dans une ville et qu'on rencontre les élus et les techniciens, on leur dit voilà, nous on aimerait pratiquer la démarche éco-festival. C'est-à-dire que ce sont les communes souvent qui trouvent les restaurateurs. On leur impose une restauration plutôt bio, de saison, de circuit court, etc. Déjà, ils ont l'habitude de travailler avec le restaurateur du coin qui a bien envie de s'investir dans le projet, parce que si un restaurateur qui arrive aussi sur un événement, il peut aussi perdre de l'argent. Donc finalement, ils vont trouver la personne qui va venir, et peut-être que derrière, les produits ne seront pas de toute saison, ils viendront peut-être de Chine ou je ne sais où aussi. Mais ça veut dire que là, il faut du temps pour sensibiliser, pour arriver à ce qu'on attend. Demander des verres consignés, c'est tout bête, mais aujourd'hui, mais parfois il n'y en a pas sur les communes. Alors aujourd'hui, il y a des agglomérations qui se dotent de ce type d'outils, donc on arrive à les mettre à disposition des restaurateurs s'ils veulent bien les utiliser. Je le précise. Il faudrait même, d'ailleurs, je le précise, et ça je l'ai déjà fait dans un festival qui s'appelle les Environnements en Camargue, on avait mis en place des chartes auprès des commerçants, c'est-à-dire qu'on leur disait, ok, vous voulez venir, mais par contre, vous devez respecter tel point, tel point, tel point. Et ça les responsabilisait. Au début, je sais qu'il y avait eu quelques réfractaires. Et puis au final, au bout d'un moment, ça devient, je dirais, presque culturel. Ça s'ancre aussi dans nos habitudes. Donc pour finir avec les communes, c'est vrai qu'on essaye d'être au point de rencontre entre notre volonté, qu'on a toujours en arrière-plan dans nos réflexions, mais on y arrive petit à petit, mais c'est pas simple. Du coup, nous-mêmes, on investit aussi dans des cendriers de poche, tout simplement parce qu'on est au bord de l'eau, parce qu'on est sur des espaces environnementaux. On a acheté aussi des verres consignés, tout simplement, et puis on avance petit à petit, mais c'est loin d'être gagné, en tout cas pour les petits territoires. Bon, vous mesurez donc ce constat et cet enthousiasme. Amélie Saillé, Christophe Guillou, venez d'évoquer cette histoire de restauration, ça vous concerne vous directement. Il a l'air de nous dire, il nous le confirmera dans un instant, mais que c'est une volonté politique. Vous n'avez pas attendu cette volonté-là, c'est-à-dire que votre initiative, elle est tout à fait individuelle, elle parle de vos convictions. Est-ce qu'il y a besoin de la rencontre des deux, du télescopage des deux, pour que ça fonctionne ?
En fait, oui, ça partait d'une conviction personnelle, c'est ce qu'on disait tous, hein, c'est qu'on est déjà, nous, convaincus et on côtoie aussi cet environnement-là. Et en effet, il y a une vraie demande sur le territoire, on est vraiment, entre guillemets, gâtés aussi. Et en fait, voilà, les entreprises qui font appel à Saveurs Détonnantes sont vraiment, eux aussi, convaincus du bienfait que ça va avoir pour l'image de l'entreprise et pour les collaborateurs et les personnes qui vont bénéficier de ce service. La plupart du temps, c'est vrai que j'ai très très rarement des entreprises qui font appel aux saveurs comme elles feraient appel à un traiteur lambda ou qui n'ont pas forcément de budget. La plupart du temps, quand on fait appel aux saveurs, le dossier est quasiment tout de suite validé et j'ai même pas besoin de retravailler 15 fois mon devis parce qu'ils savent que en faisant appel à nous, derrière, il y a une vraie valeur. J'ai pas de serveur, par exemple. C'est vrai qu'on n'est pas traiteur. Ce sont mes artisans qui se déplacent. Dominique disait très justement, en effet, on donne pas à manger pour donner à manger. Il y a vraiment toute une histoire. L'événement continue au-delà de l'événement lui-même, puisque la restauration fait vraiment partie. Et on va proposer des animations, des bars à terrine, des fontaines à chocolat, puisqu'on fait aussi importer du chocolat d'Haïti. On essaie de rallier un peu l'histoire un peu négative du commerce triangulaire sur Nantes et de travailler avec des biscuits au sarrasin, avec des petits palais bretons. On retravaille un petit peu l'événementiel d'une autre manière avec toute la passion que l'artisan va pouvoir communiquer et partager en fait à l'entreprise qui est aussi, elle, comme l'a cité, vraiment investie là-dessus, en fait. Un acteur important, justement. Quand vous allez les voir, ces entreprises, comment est-ce qu'elles réagissent ? Elles ont l'habitude de travailler avec des prestataires qui sont référencés. Est-ce que vous arrivez à bousculer leurs habitudes avec des propositions qui sont innovantes ? On va dire que la particularité, c'est que je ne vais pas les chercher. C'est que c'est des entreprises qui ont cette volonté de vouloir se rapprocher du local parce que c'est de plus en plus emprunt, il y a beaucoup plus d'émissions de télé, il y a beaucoup plus d'investissements, beaucoup plus d'émissions qui valorisent ça sur toutes les nouvelles tendances qu'on a dans l'alimentation et qui sont vraiment très néfastes. Après, voilà, les industriels sont ce qu'ils sont, mais il y a vraiment, quand on regarde vraiment les étiquettes, quand on sait lire des étiquettes, on mange vraiment pas bien. Je suis intervenue sur ce qui était menu bas carbone la dernière fois. Qu'est-ce que c'est un menu bas carbone pour celles et ceux qui nous regardent et qui nous écoutent bien comprendre ? Alors, un menu bas carbone, on va dire qu'on va valoriser les acteurs locaux, les circuits courts, on va vraiment se rapprocher en fait de ce qu'on a à côté de nous. Et c'est un peu le rôle et notre mission aujourd'hui. Et c'est vrai que là-dessus, le fait de jouer sur tout ce qui va être bas carbone et se rapprocher du territoire, les gens apprécient et ils sentent un peu plus acteurs en fait. Ils se sentent plus investis dans leur ville, dans ce qui les entoure et puis comme si on était un peu voué à une mission particulière. On a une mission de protéger au moins notre territoire, ce qui est déjà très bien dans un premier sens et qui du coup est véhiculé par tous les réseaux sociaux et les gens véhiculent un peu cette démarche. Vous voyez, je fais ci, je fais ça. Et on copie un petit peu. Et je trouve qu'il y a une belle énergie qui se développe là-dessus et qu'il faut faire perdurer entre acteurs, on va dire, au moins là aujourd'hui sur notre territoire Nantes-Saint-Nazaire. Quand vous disiez bas carbone, ça veut dire que le bilan carbone est faible. Ça veut dire notamment que les fournisseurs sont à proximité, que les produits n'ont pas traversé la France ou l'Europe pour venir jusqu'à Nantes. C'est ce qu'on disait à travers le mot circuit court, c'est qu'on va valoriser les producteurs. Après, ça dépend dans quel périmètre on travaille, mais là, territoire Nantes-Saint-Nazaire, globalement, on est sur quelque chose qui est territorial et puis de saison aussi. Parce que tout ce qui va être de saison, forcément, c'est récolté là et ça ne nécessite pas des imports par les avions, par les bateaux ou des effets de serre. Enfin, tout ce qui est animal aussi va augmenter au niveau du carbone. Donc, on va essayer de travailler sur le végétal, sur le local, sur le circuit court. Enfin, voilà, il y a toute une démarche. Et puis, vous avez plein d'informations sur le net, mais c'est des choses à s'intéresser et on a de la chance sur Nantes, c'est de tout avoir. On a la viande, le poisson, les céréales, on a même du safran dans le vignoble, on a les fruits, les légumes, enfin je veux dire on peut très bien se nourrir à proximité. Donc un écosystème complet. Dominique Béard, je voudrais quand même qu'on revienne sur cette volonté politique. On en a fait l'éloge tout à l'heure en disant qu'il y avait un alignement de planète entre la densité, les porteurs de projets qui sont nombreux, la volonté politique de les accompagner, en tout cas pour certains d'entre eux. Est-ce que ça part quand même, ces prises de conscience, et au-delà des convictions et des prises de conscience, les démarches sont quand même au départ de la volonté politique, avant tout.
Je ne pense pas. Je pense qu'avant tout, c'est une volonté individuelle. Moi, je suis fan de l'idée que chacun est maître de son destin. Quand je vois le travail que fait Amélie, c'est une initiative qui a été lancée et personne ne lui a demandé de mettre en place un dispositif de promotion des circuits courts. Elle l'a fait parce que c'était beau, parce que ça correspondait à sa sensibilité. Donc la volonté politique est importante pour relayer, parfois pour anticiper, parfois pour fédérer, mais avant tout, on a besoin d'avoir des gens avec lesquels, dans le regard, il y a quelque chose qui pétille et qui brille. On a besoin d'avoir ces gens qui nous fassent rêver. On a besoin d'avoir ces gens qui, lorsqu'ils tout d'un coup vous parlent de leur éco-festival ou vous parlent d'un événement sur le numérique, sont capables de vous dire non seulement sur mon événement d'un point de vue artistique, tu vas vraiment t'en prendre plein la tête, ça va être génial. Et en plus, quand tu vas partir de l'événement, tu seras fier parce que ça sera propre derrière toi. Donc tout ça, en fait, la volonté politique, elle est là à un moment pour changer d'échelle. Mais si les personnes qui sont ici à table n'avaient pas cette conviction, il ne se passerait rien. Et ce qui est incroyable sur l'organisation d'événements, c'est qu'on est tous et toutes organisateurs d'événements. C'est-à-dire, vous partez de ce principe-là, hein, chez Rêve. Ouais. Oui. C'est-à-dire, quand je dis tous et toutes, alors on a ici à table des organisateurs, des organisatrices professionnelles, donc qui travaillent vraiment sur l'organisation, qui gagnent leur vie avec ça. Mais par exemple, ce que je constate à Nantes, il y a un événement qui s'appelle les goûters électroniques, il y a un festival qui s'appelle l'air de rien, il n'y a pas un salarié dans cet événement, dans ces événements-là. Et là, ce sont tous des bénévoles qui le font par passion. Et ce sont tous des gens qui, du coup, comme ils le font par passion, le font avec une belle sincérité et se posent des questions sur la quantité de déchets qui va être produite, sur les retombées économiques de leurs événements. Puis quand je dis également, on est tous organisateurs d'événements, certaines d'entre nous pratiquent le sport dans un club. À la fin de l'année, il y a peut-être une représentation ou une compétition. Certaines sont parents. Ils ont une fête d'école. Certaines sont salariés d'une grande entreprise et ils organisent un séminaire ou ils organisent des réunions professionnelles. Et il y a de ça qui est vraiment magique avec les événements, c'est que tous, à un moment, on expérimente ça. Et ce que j'aime en fait à rappeler, c'est qu'il y a vraiment cette part du colibri. C'est-à-dire chacun peut jouer son rôle humblement, petitement, sans changer toutes les choses. Et là, ensuite, la volonté politique, elle vient pour finalement constater qu'il y a un véritable intérêt et pour essayer un petit peu de le pousser. Vous parliez tout à l'heure, à l'instant, de fierté. Ça veut dire qu'on est en train de changer de paradigme, de ne plus avoir honte. On doit être fier aujourd'hui de porter des événements de cette nature-là. Je vais vous raconter une petite anecdote, mais qui m'a vraiment fait chaud au cœur. Dans l'association, on a des bénévoles. Nous, les bénévoles, ils nous servent à participer à des événements. Par exemple, d'ailleurs, c'est lors de Climate Chance, un des événements organisés à la Cité des Congrès, qu'on a inauguré ça et on continue à le développer, notamment sur la Nantes Digital Week. Donc, ce sont des gens qui viennent pour être bénévoles sur événements. Donc, ce sont des bénévoles comme n'importe quel type de bénévole, sauf que nous, en plus, on leur ajoute une dimension, une formation à l'éco-responsabilité pour qu'ils soient conscients des points forts et des points faibles de chaque événement. Il y a une demoiselle qui a été bénévole chez nous. Elle est bénévole, c'était lors de la Nantes Digital Week. Et puis, on la retrouve quelques mois plus tard. Entre-temps, elle cherchait un boulot à cette époque-là, puis on la retrouve, elle dit « j'ai trouvé du travail ». Ah ouais, c'est super. Et elle me dit c'est un peu grâce au réseau Éco-événement. Ah bon, c'est super, t'as fait du networking, t'as rencontré des gens, du réseau. Et tout. C'est super classe, t'as rencontré la bonne personne, tu lui as donné ton CV. Elle dit non, pas du tout. En fait, j'étais juste tout d'un coup fier de faire de l'éco-responsabilité événementielle. Et quand je me suis pointé à mon entretien d'embauche, je l'ai dit. Et les gens ont vu en moi qu'il y avait non seulement une salariée qui était prête à travailler et à m'impliquer dans le projet de l'entreprise, mais qui avait également des convictions personnelles. Voilà. Emmanuel Essens, quels sont les bons arguments pour convaincre des clients, des entreprises qui ne seraient pas encore engagés, convaincus dans ces démarches-là? Je le disais tout à l'heure, est-ce qu'on peut concilier divertissement, entertainment et sobriété? Pour moi, il y a plusieurs arguments. Je vais peut-être commencer par ce qu'il ne faut pas dire. Déjà, je pense qu'on l'a vu autour de la table, on est tous extrêmement positifs et on essaie de dire des choses extrêmement positives. Je pense que
dire à des contributeurs, un an Digital Week ou des clients, c'est mal ce que tu fais, il faut que tu changes parce que c'est pas bien, c'est pas le bon argument. Je pense que la culpabilité et avoir un esprit négatif en pointant les fautes, les erreurs, ça marche pas. Nous, on essaie plutôt de propager un message positif. Dominique est hyper enthousiaste dans ses paroles et quand il parle des bénévoles, c'est ça aussi, c'est être enthousiaste. C'est dire que organiser des événements éco-responsables, c'est participer à une mission qui est plus grande que soi, c'est participer à un mouvement humain qui nous dépasse, c'est aussi provocateur de rencontres, de surprises, on touche de près à l'innovation. Voilà, donc c'est des messages qui peuvent entraîner, qui sont positifs. Il y a aussi, pour certains clients, ça peut être un argument marketing ou d'image, de dire aujourd'hui, clairement, ton entreprise, en étant associée à cette démarche-là, tu joues sur une image plus verte, plus responsable. Voilà. Un argument peut-être plus facile pour commencer. Pour les événements que vous produisez au niveau local, on comprend que ce soit plus évident, mais je pense à un congrès médical, par exemple, pour ne pas les nommer, mais qui sont organisés à la Cité des Congrès, avec des enjeux business importants. Comment est-ce qu'on va convaincre ces porteurs de projets-là ? Sachant que là, on est quand même sur des clients qui viendraient à la Cité, je pense qu'il y a aussi de l'argument... Est-ce qu'on peut peser, orienter quand même leur choix et les convaincre ? Parce qu'on a bien compris que l'événementiel était un facteur ou un levier, en tout cas, de changement. Dominique reviendra peut-être sur ce sujet-là. Je comprends bien, et je pense que c'est la combinaison de deux choses. C'est de savoir leur expliquer en quoi c'est positif et c'est bien, mais en leur prouvant et en leur montrant que ce n'est pas forcément de l'investissement humain ou matériel supplémentaire. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent être faites pour que ça coûte pas forcément plus cher, pour que ce soit pas forcément plus difficile. C'est là que nous, on met en place des outils, que l'association du réseau Éco-Événements met en place des outils, il y a l'ADEME qui met en place des outils, il y a plein de choses qui sont faites pour encadrer et pour aider les gens dans cette démarche-là. Donc c'est la combinaison, je dirais, d'arguments positifs et allant dans un sens plus grand, voilà, etc., plus l'argument, ça sera pas plus difficile, ça sera pas plus cher. Il faut seulement regarder attentivement. Ça ne sera pas plus cher, Christophe Guillot. Est-ce qu'un événement responsable coûte moins cher, in fine, qu'un autre, ou que ceux qu'on organisait habituellement ou qu'on a organisés pendant longtemps ? La démarche éco-festival, éco-événementiel, c'est quand même, pas pour moi, d'après moi, un budget. Et c'est vrai que quand on organise un événement, ce qu'on veut tout d'abord, c'est programmer, avoir une programmation de qualité, bien communiquer pour que le public vienne, puisque c'est quand même l'objectif, qu'il passe un bon moment. Et là, déjà, tout ça, toute la mise en place, la production, tout ça, ça coûte de l'argent. Après, d'arriver justement à mettre en place toute cette démarche éco-festival, alors déjà, ça repose sur l'humain, sur les échanges, avec aussi les personnes qui vont s'impliquer dans le projet, pour qu'il y ait des bons gestes qui soient pratiqués. Mais après, il y a un moment, forcément, il faut peut-être aussi des professionnels pour encadrer aussi le public dans ses gestes. Enfin, je repense à la démarche éco-festival, j'avais mis en place aux environnements, j'avais mis en place ce qu'on avait appelé la brigade de Dédé. Et en fait, on était floqué avec Dédé dans le dos, donc développement durable. Et en fait, on allait à la rencontre en fait du public pour le sensibiliser, parce qu'on avait d'ailleurs scénographié des poubelles. C'était pas les poubelles classiques bleu, jaune. Là, on avait demandé à des scénographes d'imaginer en fait une scénographie pour que ça soit visuel, que le public aille vers ces poubelles de tri. Et nous, on était là pour leur dire, voilà, le compost, parce qu'on avait aussi le compost qui était proposé, c'est ici. Et pour qu'on composte, qu'est-ce qu'on va en faire après ? C'est quoi la filière aussi de tout le tri qui est imaginé ? Mais c'est cet échange et cette sensibilisation avec le public, elle était très très importante, sachant que j'ai rien contre le sud de la France, mais franchement je suis allé quand même dans des communes où il y a des communes d'ailleurs qui triaient pas. Ça a été je citerai pas le nom de cette commune, mais quand j'ai fait tout le travail de recensement avant des 6 escales qu'on faisait en Camargue, j'ai appris qu'il y avait une commune qui ne faisait pas le tri, donc les gens mettaient encore tout dedans, mais ça c'était encore il y a 5 ans, c'était il y a très peu de temps, je sais pas s'ils le font aujourd'hui. Mais on doute pas de la qualité de la démarche, Christophe Guillot, mais pour autant l'attention que vous avez reçue des publics quand on vient sur un événement, c'est pour être sensibilisé, être éduqué ou se divertir ? C'est avant tout, je pense, pour se divertir. Après, si on nous passe des messages, je dirais tant mieux. Enfin, essayer
d'expliquer aussi au public l'impact aussi d'un geste, je pense que c'est important. Puis je pense que quand même la plupart du temps, les personnes y sont quand même attentives. Et pour l'organisateur d'événements, revenir sur la question du modèle économique, quand même, ça m'intéresse. Que vous êtes, association, est-ce que ça coûte cher? Est-ce que il faut l'intégrer dans une ligne quand même budgétaire et analytique dès le départ, cette affaire-là, d'éco-responsabilité? J'allais dire oui, il faut, et il faudrait. Malheureusement, je vous cache pas qu'autrefois, lorsque je gérais des événements qui étaient quand même institutionnalisés aussi, avec des appuis politiques, on avait une économie et ça permettait aussi de flécher vraiment une somme pour recruter un coordinateur, une personne qui était vraiment dédiée à toute cette organisation de la démarche Éco-Festival. Aujourd'hui, j'ai fondé une jeune association qui s'entoure de professionnels, de compétents. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est nous qui essayons de convaincre, je dirais plutôt les territoires, de nous accueillir comme il faut pour qu'on mette en place vraiment correctement cette démarche Éco-Festival. Mais aujourd'hui, j'ai aucunement les moyens de recruter une personne pour s'en occuper. Et c'est un peu le paradoxe par rapport à ce que j'ai vécu, ce que j'ai même encadré, puisque j'ai même moi-même organisé toutes ces démarches sur des festivals. Mais aujourd'hui, je n'ai pas malheureusement les moyens de le faire. Dominique Béard, quelle réponse, et après Emmanuel Essens, Dominique Béard, quelle réponse on peut faire à ces organisateurs d'événements pour qui la première préoccupation dans les lignes budgétaires et d'abord la programmation artistique avant de s'engager sur ces démarches éco-responsables? Heureusement. Heureusement, il y a quelques événements qui sont là pour venir parler de développement durable, mais la plupart des événements, on ne vient pas spécialement pour parler de ça. Ce qui est intéressant, c'est que les événements sont des très bons déclencheurs dans les changements de comportement. Donc quelque chose que vous testez dans un événement va vous permettre dans votre conduite de changement de vous aider à passer d'une étape à l'autre. Un événement comme laboratoire d'expérimentation. Oui, c'est ça. Alors, typiquement, moi, l'exemple que j'aime bien prendre, c'est les repas végétariens. Alors moi, c'est impossible. Les repas végétariens, techniquement, c'est pas faisable. Moi, je mange 10 kilos de viande par jour, donc j'ai besoin de beaucoup de viande. Donc si je vais sur un événement et qu'on me propose un repas végétarien, jamais je n'irai sur cet événement. Donc je rigole. Donc je vais tester le repas végétarien, et puis finalement je vais m'apercevoir que je vais survivre, voire même que c'était peut-être agréable, voire même que c'était très bon. Bon, je vais le faire une première fois, et puis peut-être une deuxième, et une troisième, une quatrième, et puis peut-être qu'à la fin je n'aurai pas besoin de manger 3 fois par jour de la viande ou des produits animaliers. Vous citiez tout à l'heure le fait de la ligne budgétaire. Je voudrais juste rebondir là-dessus. Sur la ligne budgétaire, en fait, il y a des choses qui coûtent plus cher. Alors moi, je le dis toujours aux gens, vous cachez pas. Pour moi, l'éco-responsabilité dans un événement, c'est organiser un événement qui soit plus riche, parce qu'il est plus conscient de son environnement. Au sens large, humain comme à biodiversité. Donc forcément, comme vous avez un événement qui est plus riche, il y a de fortes chances qu'il soit un peu plus complexe et donc un peu plus cher à organiser. Donc moi, ça me paraît un peu difficile de dire le contraire. Est-ce qu'on aurait un pourcentage à donner, pas le 1% éco-responsable, mais le 10% éco-responsable? Non, parce qu'en fait, vous avez des pratiques qui vont vous coûter plus cher et des pratiques qui vont vous coûter moins cher. Un exemple, une pratique qui pourrait vous coûter plus cher, c'est si vous mettez en place le tri sur un événement. Si vous mettez en place les gobelets réutilisés sur un événement. Ça va vous coûter un peu plus cher parce qu'il va falloir acheter le stock et puis surtout il va falloir le nettoyer. Le tri de manière générale. Mais moi je vais vous citer d'autres pratiques qui elles vont vous coûter beaucoup moins cher sur un événement. Par exemple, le dimensionnement de votre consommation énergétique. C'est-à-dire le sourcing. Imaginez que vous ayez des groupes électrogènes. Vous n'êtes pas, alors vous êtes organisateur, organisatrice, puis vous n'êtes pas super fort en matière de dimensionnement. Alors vous dites, je prends un gros groupe électrogène au cas où. Sauf que techniquement, vous n'en avez peut-être pas besoin. Donc vous allez consommer énormément de diesel. Et finalement, ça n'aura servi à pas grand-chose. Le fait de prendre un prestataire qui à un moment va juste se poser la question, est-ce que c'est vraiment utile d'avoir tel type de groupe électrogène? Non seulement ça ne va pas vous coûter plus cher, mais vous allez économiser de l'argent. Idem pour la restauration. C'est-à-dire, souvent, on a un mal sur les événements, c'est le gaspillage alimentaire. Estimer le volume. Voilà. Et on a un gros souci. Un organisateur qui travaille qui anticipe les risques de surplus alimentaire pour que ce surplus ne devienne pas des gaspillages alimentaires, ça va être de l'économie
pour le restaurateur et pour l'organisateur d'événements. Parce que si c'est pour chercher à faire le moins cher possible, mais ensuite en mettre 30% à la benne, finalement, ça serait peut-être juste plus intéressant d'essayer d'anticiper mieux et puis d'en mettre que 5% ou 10% à la benne. Puis dernier point sur, je sais pas, un exemple tout simple, c'est en termes d'éco-responsabilité, par exemple, sur certains événements, 75% des émissions de gaz à effet de serre, donc qui contribuent au changement climatique, viennent des déplacements. C'est normal, on adore, ça fait partie de l'expérience. On vient avec sa voiture à l'événement, c'est tellement plus agréable. Il y a de plus en plus en fait, d'organisateurs et d'organisatrices d'événements qui font des cartes d'accessibilité, qui vous disent voilà comment venir à mon événement, vous pouvez prendre tel transport en commun, et puis il y aura un parking à vélo qui sera surveillé, vous pouvez venir en vélo, c'est-à-dire non seulement vous allez vous aérer en venant, et vous allez en repartant, vous allez également vous aérer. Emmanuel Elsens. Oui, en fait, Et moi je voulais rebondir exactement comme Dominique, c'est-à-dire qu'il y a une histoire de vase communicant aussi sur la question des coûts, c'est-à-dire aller au plus près des consommations. Dans mon métier, par exemple, ça veut dire être sobre aussi. Alors Dominique dit la richesse des événements, mais c'est aussi la sobriété des événements. Je ne vais pas développer ou créer 36 000 goodies, vous savez, les petits objets publicitaires avec un logo dessus, une marque, parce qu'on va estimer que là, dans ce cadre-là, ça ne sert pas. Ça ne sert pas l'événement. Ça veut dire aussi aller au plus près des quantités sur les impressions. Sur les repas, Dominique le disait très justement, nous on essaye de le séparer, on va dire, du billet d'entrée pour que les gens commandent le repas, pour qu'ils soient conscients de ce qu'ils prennent, pour que derrière nos quantités soient au plus justes et qu'on ne soit pas sur du gaspillage alimentaire et que, in fine, notre facture de repas, elle soit moins élevée. Donc c'est un peu aussi des histoires de vases communicants. Mais ça nécessite quand même aussi d'être dans l'anticipation. On revient au début, l'anticipation et regarder précisément ce qu'on fait, regarder qui vient, comment, quelles actions on peut mettre en place pour justement être au plus près des quantités et de la consommation. Voilà. Et responsabiliser donc les publics. Amélie, ça y est quand même sur cette histoire, il y a deux sujets qui m'intéressaient sur la partie alimentaire, c'est l'évolution et en tout cas impliquer le changement dans les comportements alimentaires. Est-ce que c'est facile de transformer des viandards en végétariens ou en véganes potentiels en les amenant évidemment à consommer différemment au travers d'un événement et d'un moment, l'associer à un moment euphorique et agréable. Et puis, est-ce qu'on peut anticiper facilement cette histoire de volume, de quantité? Est-ce qu'il ne vous est pas arrivé de manquer sur des événements? Donc en fait, il y a plusieurs points sur lesquels on peut rebondir. Donc le premier sur le changement d'habitude alimentaire. En fait, en proposant les fameux des devis de restauration, nous on va jouer sur le côté animation. Donc on va plutôt axer sur le côté vous allez apprendre quelque chose, que c'est l'artisan qui va être là. Donc au final, comme on disait tout à l'heure, on n'est pas là manger pour simplement avoir quelque chose sous la main. On va vraiment avoir un passionné sous la main, avec une histoire qui va nous raconter ce qu'il va nous raconter, comment il a fait sa terrine, ils vont nous raconter comment va être fait le pain, quelle association on peut faire entre le vin et le fromage. Donc on est plutôt sur une histoire, encore une fois, plutôt que simplement un moment de restauration. Ensuite, deux points également sur, on parlait du budget, du tarif. Je ne vais pas être plus cher qu'un traiteur, tout simplement parce que je joue sur du circuit court. C'est mon artisan qui vient et qui apporte directement sa matière. J'ai pas plusieurs intermédiaires, donc ça c'est déjà aussi un point qui est hyper important. Et il y a deux choses que je propose à mes clients, c'est-à-dire que on suggère toujours, il y a une application qui s'appelle Too Good To Go, qui s'est développée à Nantes et avec laquelle je travaille. Donc c'est vraiment une vocation à la base pour les artisans ou les commerçants. Et en fait j'ai été la première entreprise marque à le développer sur Too Good To Go, c'est-à-dire que je propose à mes clients sur les devis en disant voilà, écoutez, je sais très bien qu'il y aura sûrement du plus que je travaille toujours à 2-3 jours avant le chiffre définitif, mais si dans ce laps de temps il y a 10 personnes en moins, et moi je sais que je vais avoir de la marchandise en trop. À ce moment-là, je me connecte à mon compte Too Good To Go et là je mets un nombre de terrines, de plateaux à disposition du coup pour les particuliers. Et au lieu de moi me refaire de l'argent du coup sur le dos du client par rapport à ce que je vais gagner, je le reverse à une association caritative. Donc ça me permet d'avoir un double jeu, c'est-à-dire que le consommateur, lui, sait que l'argent va être reversé à une association. Et puis moi, je sais que je ne vais pas perdre sur mon événement. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que dès que je le peux sur des événementiels en centre-ville avec mes artisans du centre-ville, c'est que là, je fais mes livraisons avec Green Course en vélo.
Ils ont leur cargo, donc du coup, ça me fait gagner du temps. Et en plus, ça m'évite d'avoir de la pollution et d'utiliser ma voiture, alors qu'en centre-ville, on se déplace en plus plus facilement en vélo. Christophe Guillaume, vous vouliez réagir peut-être déjà aux propos qui ont été tenus à l'instant sur la partie... Oui, je tenais à préciser qu'en fait, Pardon. Excusez-moi. Le Territoire Imaginaire en fait organise des événements. L'association que vous avez créée, que vous dirigez. Voilà, et organise des événements en fait principalement en milieu rural, donc avec des problématiques d'accessibilité. Il n'y a pas de transport en commun, par exemple. Et puis ce sont des événements qui sont gratuits. Donc il n'y a pas d'économie qui est générée donc, aussi. Pas de billetterie. Voilà, il n'y a pas de billetterie. Donc ce qui veut dire qu'en fait le budget il est déjà défini en amont. Et il est basé sur des subventions la plupart du temps et aussi un accompagnement aussi de mécènes qui sensibles aussi à notre projet. Donc d'entreprises qui pourraient qui vous accompagnent avec une incitation fiscale notamment sur la loi de 2003. Exactement. Ou en sponsoring si c'est de la communication directement. Alors, voilà, tout à fait. Et si bien que c'est vrai que je reviens à l'économie aussi pour mettre en place toute cette démarche éco-festival, elle est pas simple. Et c'est vrai que j'entends là, aussi toutes ces propositions qui sont faites aussi autour de nous. On parlait de la restauration. Moi, j'aimerais aussi travailler avec des restaurateurs de qualité, mais quand je vais voir le maire d'une commune qui déjà veut bien nous accueillir par rapport au projet, parce que lui, ça va lui apporter du boulot à ses techniciens. Il va prendre des risques aussi, parce que c'est souvent un nouvel événement qui débarque sur la commune. Pour lui, faire travailler en fait le tissu local, économique, c'est super important. Donc si moi je débarque avec tous mes artistes nantais, avec mes restaurateurs nantais, avec que du pur beurre nantais, on sera plus sur un point de rencontre et d'équilibre aussi avec le territoire. Donc c'est aussi toutes ces difficultés qu'on rencontre au sein de Territoire Imaginaire. L'année dernière, nous sommes allés sur, je crois que c'est 20 villes que nous avons investi. Et à part Paimboeuf, qui est vraiment en milieu urbain, sinon toutes les autres villes, ce sont des petites villes sur le bord de la côte ou vraiment en milieu rural. On a parlé d'énergie, de mobilité, d'alimentation. L'événementiel responsable, c'est aussi un événementiel qui fait attention à l'humain. Comment est-ce que ça se concrétise chez Territoire Imaginaire, ça ? Ou dans les événements que vous avez organisés depuis les rencontres du fleuve notamment ? S'intéresser à l'humain, déjà, c'est l'accessibilité, c'est notamment la gratuité, même si la culture, elle a un coût et il faut aussi... ça n'existe pas, la gratuité absolue. Normalement, non. Il faut bien le préciser. En tout cas, voilà, nous, on est totalement ouvert, en tout cas, pour accueillir tous les publics autant que possible. Après, on a aussi des difficultés, c'est par rapport notamment à l'accessibilité. Je parlais des cabanes de pêcheurs, c'est vrai qu'on a développé tout un concept autour des pêcheries au carrelet qu'on trouve sur notre littoral entre Bordeaux et Nantes, et traversant 3 estuaires. Et c'est vrai que ce sont des cabanes qui sont parfois accessibles parce qu'elles ont été conçues par des collectivités ou des associations pour accueillir des publics à mobilité réduite. Par contre, c'est vrai que quelquefois, il y a des falaises qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder. Malheureusement, on ne peut pas tout inventer, mais en tout cas, on essaye de faire en sorte, en tout cas, d'être attentif, et on le met même dans des documents de communication, que s'il y a des personnes qui ont des difficultés pour pouvoir accéder à ce patrimoine, on peut éventuellement les accompagner, en tout cas réfléchir à ce que ceci soit accessible. Après, c'est vrai que nos projets, ils sont vraiment... même dans le contenu de la programmation, on n'est pas sur une programmation totalement élitiste et non pas totalement, je ne trouverai pas le terme parce que c'est pas ce que je fais, mais voilà, on est toujours aussi sur un équilibre de programmation de manière à ce que tout le monde s'y retrouve aussi. Et puis, je dirais qu'au travers de nos propositions, je disais qu'on révèle les paysages par des jeux de lumière, par des jeux de scénographie, finalement on rend encore plus beau les paysages qui le sont déjà, et c'est vrai que finalement on change aussi le regard du public face à paysage, donc ce qui veut dire que quelque part, et j'y crois, il y a un message qui est passé, qui est peut-être un peu subliminal, mais quand on trouve quelque chose de beau, on a aussi envie de le protéger, donc on fait aussi attention à ces gestes et à ces pratiques. Et l'événementiel, comme créateur de liens sociaux aussi, vous faites avec les habitants des territoires ? Autant que possible. À chaque fois qu'on arrive sur un territoire, on le cartographie, c'est-à-dire qu'on essaie de voir quels sont les acteurs qui sont présents et qui sont actifs, et de quelle façon on pourrait aussi travailler avec eux. Et donc on est sur
sur cette rencontre où parfois naissent des projets de collaboration, où en amont il y a des projets de scénographie avec des enfants, que ce soit avec des centres de loisirs ou des écoles, ou parfois même des rencontres avec des artistes aussi, pour comprendre aussi tout ce métier qui est derrière le métier d'artiste dans le milieu des arts de la rue. On parle d'accessibilité, Dominique Béard. L'accessibilité à tous les publics, ça veut dire travailler sur de la médiation culturelle, notamment pour les événements culturels. Accueillir tous les publics, c'est possible ça ? Accueillir tous les publics, c'est une belle ambition. Je ne pourrais vous dire parce que... On parlait de public empêché tout à l'heure. Ça veut dire quoi, public empêché ? Ce sont des publics qui, naturellement, n'ont pas la sensation d'être les bienvenus sur un événement parce que, tout simplement, les codes de communication de l'événement qui sont utilisés ne sont pas leurs codes de communication à eux. Je vais vous citer un exemple d'une association nantaise qui fait un travail remarquable pour aller promouvoir dans tous les quartiers de Nantes, donc soit des quartiers zones d'éducation prioritaire ou autres, qui s'appelle le kiosque nantais. Ils se sont aperçus que donc les affiches, vous savez, celles qui sont très bien joliment faites par un graphiste et puis imprimées, les gens n'avaient pas la sensation ensuite de pouvoir y aller, quoi. Ils se disaient c'est trop bien pour moi. D'ailleurs, je pense que... Donc on s'exclut, on se sent exclu. Ouais, on se dit, mais je pense que ça nous est tous arrivé, c'est-à-dire de regarder une affiche, puis de se dire ouais, ça a l'air chouette, puis de pas forcément y aller. Et en fait, le premier travail qu'ils font, c'est vraiment d'aller voir les personnes. Ils viennent avec un triporteur, et puis ils font la promotion. Ils sont une véritable billetterie, mais dans le quartier. Donc des actions de médiation très concrètes sur le terrain. C'est ça, pour inciter les gens à venir. Un autre exemple, par exemple, c'est sur les hip-hop sessions, qui ont été assez précurseurs sur... Donc le festival de culture hip-hop, organisé par l'association Pick-up Production. Merci. Et donc qui ont été assez précurseurs sur la relation à la langue des signes française. Donc les personnes sourdes ou malentendantes. Si vous demandez à ces personnes, elles vous diront pas qu'elles sont handicapées. Elles vont vous dire qu'elles sont locutrices d'une autre langue. Et donc les hip-hop sessions, par exemple, mettent en place des bandes annonces en langue des signes. Ils mettent en place des visites où en fait la visite n'est pas faite par une personne qui parle et ensuite traduite pour les sourds, mais faite... Interprétée par quelqu'un qui pratique la LSF, donc la langue des mais signes. elle est faite directement par une personne sourde et ensuite traduite pour les personnes qui ne savent pas signer. Donc il y a plein de petites initiatives qui sont très riches. Je me souviens d'un repas sur un événement des scènes vagabondes qui avait été organisé par l'office municipal pour les personnes âgées. Donc on avait demandé à ces personnes de venir faire un repas pour l'événement. Donc c'est assez complexe parce qu'il y a beaucoup de besoins très différents. Comment la Cité des Congrès, Manuel Essens, s'engage sur ces sujets très concrètement d'accessibilité en tant que lieu accueillant du public, bien entendu, mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a une politique tarifaire, une politique de médiation culturelle pour accueillir le plus grand nombre ? Alors il y a deux choses, il y a l'accueil, il y a l'infrastructure, où la Cité est un site qui accueille des PMR ou même des personnes en situation de handicap sensoriel. Il y a un système d'accueil particulier pour pouvoir communiquer avec ces gens-là. Et puis sur toutes les questions de médiation et d'accessibilité, on a effectivement une personne à la Cité qui travaille là-dessus, particulièrement sur les productions culturelles en fait, qui accueillent du grand public. Moi je travaille plutôt sur des événements professionnels et donc cette personne travaille la médiation culturelle en lien avec les écoles, les quartiers, les associations pour proposer des tarifs ou des visites particulières lors des événements culturels à la Cité. Dominique Béard, un mot là-dessus et après je voudrais qu'on parle de formation pour terminer. Je voulais compléter. Oui, rapidement. Il y a donc à Nantes un collectif qui s'appelle le collectif TCAP qui propose des loisirs à tout le monde en situation de handicap ou pas. Et ils accompagnent notamment les organisateurs d'événements sur cette question pure de l'accessibilité. Et notamment, il y a un point en fait, que j'indique toujours aux organisateurs. Quand vous voulez organiser donc, du coup, un événement, posez-vous la question de comment la personne va être au courant de votre événement. C'est-à-dire juste, est-ce que notamment vos supports de communication lui sont lisibles. Et alors, il existe des formations, j'ai découvert ça l'année dernière, qui est le facile à lire, facile à parler.
Et c'est édifiant. Tout à l'heure, en début avant l'émission, vous nous avez dit essayez de parler pour que tout le monde puisse comprendre, c'est-à-dire de ne pas jargonner. Sauf que nous, naturellement, quand on est la tête Des dans formations l'événement, professionnelles. voilà. Et ben là, en fait, il y a vraiment une formation qui s'appelle facile à lire, facile à parler. Alors justement, à propos de cet aspect de formation, comment est-ce qu'on accompagne les organisateurs de projets, les agences événementielles, les entreprises dans ces changements de comportement? Il y a des formations très concrètes, des outils, et notamment que Rêve propose, que le Alors, réseau éco-événement. on a une chance à Nantes. Là, pour le coup, vous me posiez la question tout à l'heure de l'input, de la volonté de la puissance publique. Ça fait 6 ans qu'il existe un dispositif qui est proposé par Nantes Métropole pour accompagner des organisateurs d'événements. Jusqu'à maintenant, c'était 30 organisateurs d'événements chaque année qui bénéficiaient de ces accompagnements. Là, depuis cette année, Nantes Métropole finance 40 formations. Alors pour l'instant c'est spécialisé sur le zéro déchet, mais il y en a d'autres qui vont venir sur comment venir et se déplacer, comment organiser des éco-événements à moindre coût. Donc il y a de plus en plus de formations qui sont en train d'arriver. Et puis nous, à côté de ça, donc il y a les dispositifs de Nantes Métropole, et puis nous, notre enjeu, c'est d'avoir l'idée d'une communauté apprenante. Donc c'est ce qu'on va faire avec Amélie le 29 mars prochain, où il y a une association qui vient qui s'appelle Bon pour le climat, qui est une association de restaurateurs engagés sur la lutte contre le changement climatique. Et là, on va organiser un atelier et on invite tout le monde, tous les restaurateurs, food trucks, traiteurs, chefs cuisiniers à venir. Et pendant 1h30, ils auront droit à un atelier qui sera gratuit, que l'on financera nous-mêmes, pour pouvoir venir et découvrir qu'est-ce que c'est concrètement. Alors on a parlé tout à l'heure des menus bas carbone, mais qu'est-ce que c'est ensuite de la cuisine bonne pour le climat. Donc on a également une rencontre annuelle qui a lieu en novembre traditionnellement. Donc là on en a déjà fait 5 éditions. 1001 événements qui s'engagent pour le territoire, hein, c'est bien ça? C'est exactement ça. 1001 événements qui s'engagent pour le territoire et pour le climat. Donc on a pas mal de formats et notre leitmotiv, c'est toujours la notion de mutualisation. C'est-à-dire, on se rend compte que finalement, alors même si tout à l'heure on disait sur les lignes budgétaires, c'est pas forcément plus cher, mais au début, comme je disais, c'est plus de temps. Donc ne serait-ce une personne à mi-temps sur ce sujet, c'est de l'argent. Ce qu'évoquait Christophe Guillot tout à l'heure. Donc nous, ce qu'on cherche à faire, c'est à valoriser tous les savoirs existants. C'est-à-dire, je suis un voleur. Et je vais voler les savoir-faire en matière d'éco-responsabilité pour essayer de les retranscrire et de permettre à toutes les personnes ensuite de pouvoir les utiliser. Merci beaucoup à tous les 4 pour vos témoignages. On pourrait évidemment continuer cette émission. On voit que vous êtes tout à fait exaltés et passionnés pour ces sujets passionnants. Moi, je vous donne rendez-vous le 9 avril pour un prochain rendez-vous RSE. On parlera de Bellevue en transition, le projet Bellevue en transition, ou comment relever le défi de la transition énergétique avec les habitants du quartier. Vous pouvez retrouver cette émission évidemment sur les players d'Audencia et du sonunique.com. À très bientôt, merci de nous avoir suivis.